attaquer, comme ça au moins. Merci du coup pour l'introduction. Vous savez de quoi je vais parler, comment est-ce que l'industrie digitale peut révolutionner, accélérer et aider la révolution spatiale qui est en cours. Alors, ce matin, j'ai remarqué quelque chose, ça m'a choqué il y a quelques jours et j'ai décidé de l'intégrer ce matin à mes slides. Est-ce que ça vous dit une idée? Est-ce que vous savez où est-ce que c'est? C'est une image satellite, de satellites qui ne sont pas très grands. C'est des satellites qui font cette taille-là. Vous savez où c'est sur Terre, ça? C'est en ce moment, alors on n'en entend pas trop parler, on a nos propres problèmes en France et en Europe. Ça, c'est le Pakistan. En ce moment, à gauche, c'était au début du mois d'août. À droite, c'était le 27 août. Aujourd'hui, on a cette région-là. Alors le Pakistan, c'est très montagneux, très désertique, sauf cette zone verte, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a 50 millions de personnes qui ont été déplacées. 50 millions de personnes qui sont aujourd'hui sous l'eau. Alors, qui auraient été sous l'eau et des dizaines de milliers de morts. Cette image, elle est forcément choquante, elle montre bien évidemment le dérèglement climatique qui est en cours. Mais cette image, elle m'a également choqué personnellement, pourtant je viens du secteur, parce que je l'ai vue dans un tweet qui parlait justement de ça. Alors, j'étais pas au courant de ce qui se passait au Pakistan. J'ai vu ça dans un tweet. Ce qui m'a particulièrement étonné, c'est qu'il y a quelqu'un en réponse qui a mis « Ah ben regardez, on a les images en direct » et qui m'a donné le lien d'une app qui s'appelle Zoom Earth, que je connaissais pas. Zoom Earth, là vous pouvez voir, c'était ce matin. C'était ce matin, le 9 septembre, à 9h15, dans le train. J'ai rajouté cette image-là à mes slides. Alors, c'est une image moins bonne. On est des satellites qui sont de moins bonne résolution. Par contre, on utilise des tout nouveaux satellites. Des satellites historiquement d'observation terrestre, ils font plusieurs centaines de kilos, voire tonnes, la taille de cette voiture, même la majorité du temps plus grand, et ils font des très belles images comme celle-ci. Mais par contre, on n'en a que quelques-uns, donc on rafraîchit les images plusieurs fois par semaine. Ces images-là, elles sont rafraîchies plusieurs fois par heure, grâce à des petits satellites qui font cette taille-là, globalement, qui coûtent une centaine de milliers d'euros pièce, qui ont des caméras qu'on peut retrouver dans des caméras on va dire, quasiment que vous pouvez acheter, des objectifs que vous pouvez acheter, et ça nous permet de prendre ces images-là toutes les heures. Ces images, elles ont été extrêmement utilisées pour suivre l'avancée de cette catastrophe naturelle, et bien évidemment accompagner les populations. Voilà, c'était pour introduire un petit peu le sujet. Pour revenir très rapidement sur ce que je fais, je m'appelle Stanislas Maximin, je suis PDG d'une entreprise qui s'appelle Latitude et également PDG d'une entreprise qui s'appelle Astreos. Latitude, on fabrique des fusées à Reims, pas très loin d'ici. On est une boîte qui a été créée il y a 3 ans, on est maintenant plus de 70 personnes, on va doubler la taille des équipes l'année prochaine. On a inauguré notre première usine à Reims et on est en train de démarrer la construction de la prochaine pour produire une 50aine de fusées par an et pouvoir les envoyer en orbite. Nos fusées, elles sont toutes petites. Si on prend une Falcon 9 de SpaceX, ça fait 70 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. Nous, ça fait 17 mètres de haut, 1,2 mètre de diamètre. SpaceX, ils envoient 20 tonnes, on envoie 100 kilos. Donc, on est vraiment focalisé sur ces fameux satellites dont je vous parlais, mais j'y reviendrai sur ces formats-là. Et Astro, c'est une boîte de service pour accompagner nos clients dès aujourd'hui. J'ai également l'honneur d'être à la French Tech East, et puis j'ai également cofondé, je préside l'Alliance New Space France, qui réunit la quasi-totalité des acteurs du New Space en France. Qu'est-ce que le New Space? Cette fameuse révolution, c'est les nouveaux acteurs, les PME qui changent leur façon de faire et les startups dans le secteur spatial. Et en France, c'est pas si vieux que ça. Quand on parle spatial, on a généralement ce genre d'image face à nous. Donc, quand on parle spatial, on va voir l'homme sur la Lune. En plus de ça, le précédent exposé parlait de la puissance de calcul d'Apollo 11 par rapport à nos téléphones, et il avait parfaitement raison. On parle potentiellement également du James Webb Telescope en haut à droite. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu le lancement fait par une Ariane 5 depuis Kourou il n'y a pas si longtemps que ça, et il fonctionne très bien maintenant. On parle de Mars, notamment avec le rover Curiosity, qui est sur Mars depuis presque 10 ans, même pile poil 10 ans. Et puis bien évidemment, on parle de notre Thomas Pesquet national. Ça c'est bien, c'est une partie extrêmement importante, c'est la partie qui rayonne, mais vous... Bon, c'est rigolo, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui change votre vie tous les jours. Alors un petit peu, parce que je veux dire, les ordinateurs ont été notamment accélérés dans leur développement grâce à la conquête spatiale, par exemple. Il y a plein d'autres exemples, mais factuellement, dans votre vie tous les jours, c'est pas ce qui change. En réalité, le spatial, c'est ça. Ça, c'est un satellite de télécommunication. Alors, c'est plus trop à la mode en France, mais il y a
une vingtaine d'années, on avait des antennes pour capter la télévision. Aujourd'hui, on utilise les télécommunications qui existent très très loin. On place des satellites à 36 000 km d'altitude en orbite géostationnaire pour capter dans des zones qui sont très éloignées du téléphone par satellite. Pardon. On a également ça c'est de l'observation terrestre, je vous en ai déjà parlé. On a des très très gros satellites qui permettent de prendre des images, et je reviendrai sur en quoi on les utilise. Ce genre de satellites, météo, qui vont nous permettre de savoir comment est-ce que vous habillez le matin en sortant de chez vous. Alors, je vais revenir. Donc, globalement, ces satellites, ça fait depuis les années 60 qu'on en envoie, et sans vous en rendre compte, vous en utilisez en moyenne 47 par jour, en Europe. 47 satellites. En orbite, il y en a environ, alors sans compter les nouveaux satellites, il y en avait environ 2000. Bon, il s'avère que depuis les 5 dernières années, on en a rajouté 5000 dans ces eaux-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on en a rajouté autant? Parce que ces satellites dont je vous parlais, qui faisaient la taille de cette scène-là, qui pesaient plusieurs tonnes et qu'on envoyait très très loin, c'est bien, sauf que ça allait plus pour innover et changer les utilisations et les usages. Ça mettait des vrais freins à l'entrée, parce que un satellite comme ça coûte 100 millions d'euros, minimum. Hein, c'est-à-dire que vous commencez à y réfléchir au bout de 100 millions d'euros. La plupart du temps, on va être entre 250 et 500 millions d'euros par satellite. Et ça, c'est sans compter le lancement, qui va vous coûter 100 millions d'euros également. Autant vous dire que le niveau entrepreneuriat, va falloir vraiment, vraiment le vouloir pour lever l'argent nécessaire pour envoyer des satellites comme ça et créer et répondre à des besoins. Mais il y a quelques années, on a créé de nouveaux formats avec des satellites plus petits, grâce à la miniaturisation des composants électroniques, grâce à l'amélioration des softwares, des capacités de computing. C'est des satellites comme ça. Alors bon, l'échelle est pas du tout bonne, hein, du coup, mais sinon vous ne les verriez pas. Ça fait, comme je vous l'ai dit, plusieurs mètres de long. Ça fait cette taille-là. Ça pèse. C'est un satellite qui s'appelle Angèle, celui-là. Hein, c'est un satellite français. Ouais, il fait 25 kilos. Donc c'est tout petit et ça coûte moins d'1 million d'euros par unité. Et il y en a 25 qui vont être mis en orbite. C'est une constellation de télécommunications qu'on appelle IoT, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer avec plein d'objets connectés, votre voiture, votre trottinette électrique, votre montre, plein d'autres choses, avec ces satellites-là. Et ça permet, c'est du bas débit, mais ça permet de faire remonter énormément de données. Donc ça, c'est une vraie révolution, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a de nouveaux entrepreneurs qui peuvent se lancer dans le secteur spatial en se disant, tiens, moi, je suis expert dans... Je vais prendre un exemple de la vie réelle, d'ailleurs. Je ne vais pas citer de nom, mais moi, je suis expert dans l'ADSB, c'est-à-dire l'ADSB, c'est les balises qui permettent aux avions de communiquer et puis de détecter et de dire où ils sont. Vous le remarquez parfois si vous avez l'application Flight Radar 24 qui permet de savoir où est l'avion de vos proches quand ils partent aux États-Unis. Ça existe déjà. On a des antennes au sol, ça fonctionne bien, et on a quelques satellites en orbite basse. Le problème de ces satellites, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Du coup, les données, quand c'est au-dessus du Pacifique, de l'Atlantique, etc., on les a toutes les 5 minutes. Un avion, ça vole à 980 km/h. Donc 5 minutes de délai entre chaque ping de données, c'est extrêmement long. Et au-delà de ça, la précision, elle est à plusieurs centaines de mètres. Donc globalement, quand vous l'appliquez à du trafic aérien, ça devient une vraie galère pour gérer tout ce bazar-là. Ce qu'a fait un entrepreneur, c'est qu'il s'est dit, moi j'ai déjà des antennes, je suis expert là-dedans. Et je sais que la solution spatiale qui existe, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas convaincante. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer une constellation de satellites avec des nouveaux satellites. La constellation déjà existante, c'est des satellites qui font 500 kg. Moi, je vais faire des satellites qui font 20 kg. Et puis, j'en envoyais plus par contre, hein, parce que mes satellites de 20 kg, ils coûtent moins d'1 million d'euros. J'en envoyais 140. Et cette initiative entrepreneuriale, c'est ce qui est vraiment la révolution technologique et commerciale et industrielle dans le secteur spatial. C'est les end-users, c'est les professionnels du secteur, enfin des usages terrestres, qui vont venir développer et accélérer justement plein de nouveaux secteurs comme le maritime, l'aviation, l'automobile, la cybersécurité et autres, grâce à des infrastructures satellitaires. Ces petits satellites, aujourd'hui, ils servent à faire des choses dans le genre. Ça, GHGSat, c'est une boîte américaine qui a des satellites qui font cette taille-là, donc tout petit encore une fois. Ces satellites, ils permettent dans le monde entier, chaque jour, de pouvoir détecter et quantifier les émissions de gaz à effet de serre. En l'occurrence, ça, c'est du méthane. Et on sait le détecter à l'usine près. Ça, c'est une usine, hein. Ça, c'est un focus sur une usine. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, je sais peut-être marqué quelque part, mais aujourd'hui, grâce à GHGSat, on sait détecter les mauvais pollueurs, on sait quantifier combien est-ce qu'ils ont pollué, et on va savoir les sanctionner.
Ça, c'est un exemple. Ça, c'est une photo d'une boîte qui s'appelle Planet Labs. C'était quasiment les premiers à faire des petits satellites comme ça. Ça, c'est une de leurs photos. Vous le reconnaissez peut-être, c'est l'Evergiven, qui est venu faire un câlin sur le Nil, sur les rives. Ça, c'est des données analytiques. Alors, c'est une vue analytique lors des faits en Australie il y a 2 ans. Alors on pourrait l'actualiser, mais j'en ai pas trouvé hein, avec ce qui s'est passé en France, en Grèce et autres, et en Algérie également. Grâce aux satellites qui font cette taille-là, ben, on peut heure après heure, quasiment minute après minute, quantifier, détecter et alerter les pompiers et les forces d'intervention sur des terrains hautement risqués et des terrains qui créent énormément de dégâts, bien évidemment, énormément de problématiques humaines pour venir améliorer considérablement les interventions. Donc ça, c'est des choses qui étaient inimaginables. Avant, on envoyait des gens sur place, on sortait des avions. Alors il y a des drones, hein, mais les drones, pareil, je veux dire, c'est l'Australie. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est grand l'Australie. Donc va falloir en sortir des drones hein, pour quantifier tout ça. Donc les drones, c'est pratique sur des zones bien définies, mais quand il va falloir suivre des feux sur quasiment tout le pays, c'est inimaginable. Et c'est là où la donnée spatiale vient révolutionner. Alors, j'ai choisi cette image parce qu'on a 2 acteurs en plus dans la région qui sont parfaitement représentés. Alors faites pas attention aux satellites, c'est pas du tout des petits satellites, mais, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée. L'agriculture, on est dans une région également où c'est une industrie très développée. Grâce aujourd'hui aux données satellitaires, donc on prend des photos de champs, on va analyser la lumière et la lumière va nous dire bon bah voici le taux d'humidité dans le sol, voici le taux de produits phytosanitaires, voici plus ou moins la quantité, et ça va vous donner des décisions à prendre. Voici la quantité d'eau que vous devrez y mettre ici, réduire au contraire les produits phytosanitaires là, les engrais ici. Bref, ça permet d'augmenter dans des pays comme la France, qui est un des leaders au niveau des technologies d'agriculture, de 5 à 15% l'efficacité agricole. C'est gigantesque. On parle de nourrir des milliards de personnes en plus à l'échelle de la planète. Mais c'est également pouvoir suivre et pouvoir communiquer avec les objets qui vont venir s'occuper de vos champs. Alors, je parlais, donc la première partie, on a une boîte qui s'appelle MyEasyFarm, qui est spécialiste dans la donnée d'observation terrestre et pas que, pour aider les agriculteurs à prendre des choix pour améliorer leur récolte. Et ça, c'est une deuxième boîte. Alors, je vais citer par exemple Vitibot, mais il y en a d'autres. Vitibot, c'est des machines plus ou moins de la taille de cette voiture qui vont venir passer dans les champs, notamment bien évidemment en Champagne, dans les vignes, et qui sont complètement autonomes. Ils vont communiquer directement avec des satellites et on va pouvoir les faire passer et faire en sorte qu'ils prennent des décisions et s'adapter et monitorer leur santé grâce à ces satellites-là. Maintenant, demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette donnée ? Tous ces sujets-là, l'infrastructure, pouvoir détecter l'avancement de projets, pouvoir décider où est-ce qu'on va mettre une nouvelle route ou un nouveau bâtiment, pouvoir analyser le sol à plein d'endroits, la cybersécurité. Pourquoi la cybersécurité ? Parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'envoyer une information à quelqu'un d'autre sans que ça se fasse intercepter, c'est de communiquer avec un satellite. Attention, pas de n'importe quelle façon, c'est de communiquer par la lumière avec un satellite, par laser, et le satellite faire descendre à l'autre personne la donnée par laser. C'est impossible d'intercepter ce message-là. C'est des applications futures qui vont être extrêmement, extrêmement importantes. On parlait un petit peu de Web3, donc je reviens un peu en amont sur la blockchain et les cryptos. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut délocaliser justement ces fermes de crypto et cette blockchain pour qu'elle soit inviolable. Le marché de la défense. L'exemple le plus récent, c'est l'Ukraine. Vous avez pu, je pense, un peu suivre ce qui s'est passé. La première chose qu'ont fait les Russes lors de l'invasion, c'est de détruire ou de hacker, en tout cas de rendre inopérables toutes les capacités spatiales ukrainiennes, que ce soit en termes d'envoi de satellites ou que ce soit déjà les satellites existants. Les Ukrainiens n'avaient plus d'yeux, ils n'avaient plus d'oreilles. Heureusement, ils avaient les Américains et les Européens qui les alimentaient et qui les alimentent toujours en informations sur où sont les troupes en temps réel russes sur leur territoire et sur plein d'autres informations pour le suivi de cette guerre. Le monde de la finance, parce que si on sait quelles sont les usines qui polluent, si on sait détecter les camions qui sortent de ces usines, si on sait suivre les bateaux et le nombre de conteneurs qu'on peut capter, parce que dans ces conteneurs-là, il y a des puces, et ces puces, on communique avec via satellite, on sait estimer le PIB d'un pays en avance d'environ 3 mois par rapport à ce que fait les pays eux-mêmes. Une boîte française qui s'appelle QuantCube, par exemple. Ils arrivent vraiment à détecter, ils sont plus précis sur le PIB 3 mois à l'avance que les estimations 3 mois après, des pays eux-mêmes. Le secteur automobile, Volkswagen investit, PSA investit pour communiquer
Tesla, bien évidemment, investit. Tesla, c'est encore pire. Hein. Ils ont une constellation de 3000 satellites qui s'appelle Starlink, via SpaceX, qui est aussi une boîte d'Elon Musk. Donc, pouvoir communiquer avec vos voitures autonomes. Pour le climat, j'en ai déjà parlé avec GSat. La sécurité, enfin, je vais aller même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retire les satellites, on ne sait pas que ça existe, le changement climatique. Hein. On n'a aucune idée, on ne sait pas le quantifier, on ne sait pas du tout ce que c'est. La sécurité, je parlais justement des feux, mais ça peut être également, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'étais dans l'Essonne, je discutais avec quelqu'un, une députée qui me disait « Ah ben moi c'est rigolo, on a mis en place une utilisation avec une start-up de l'Essonne, ils font de la détection de décharges sauvages. » Voilà, avec de la donnée spatiale. Ça fait gagner des mois et des mois. Le secteur maritime, j'ai parlé avec les conteneurs par exemple, mais également de la communication haut débit. SpaceX a signé un accord avec sa constellation haut débit Starlink pour équiper Royal Caribbean, et l'aviation, j'en ai parlé avec la DSB. Donc ça, c'est un éventail des solutions, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des milliers de secteurs et des milliers d'usages qui peuvent bénéficier de la donnée spatiale aujourd'hui et qui peuvent utiliser des données et où ils ne sont même pas au courant que ces données existent. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'il y a des experts qui vont pouvoir également créer leur propre business parce que c'est des experts en maritime, c'est des experts en finance, c'est des experts en défense en utilisant les technologies spatiales. Le plus grand challenge, c'est celui-là, c'est de pouvoir évangéliser les acteurs du numérique pour utiliser ces données spatiales, pour les vendre et pour pouvoir en faire plus, de meilleure qualité et continuer à construire cette infrastructure autour de la Terre. Tout ça parce que le futur du digital, c'est le spatial. C'est inimaginable aujourd'hui dans un monde interconnecté d'imaginer une infrastructure sans données spatiales, vu le niveau de compréhension et d'information que ça nous apporte. Mais le futur du spatial est forcément digital. Et j'irai plus loin en disant que j'ai beaucoup parlé du digital sur la Terre et des données spatiales, mais le futur du spatial et des infrastructures elles-mêmes est digital. Je vais prendre un exemple. On a une belle boîte à Strasbourg qui s'appelle l'InSpace, qui révolutionne la façon dont on design des softwares, par exemple pour ma fusée. On travaille avec l'InSpace parce qu'ils créent des building blocks qui nous permettent de mieux analyser nos résultats d'essai et de mieux préparer nos softwares pour le lancement de notre fusée. C'est aussi bête que ça, mais ça, c'est des choses qui sont les mêmes dans le spatial depuis 70 ans. Parce qu'on ne change rien et parce qu'on a été très lent à suivre la révolution numérique. Donc il y a énormément de nouvelles opportunités et on a besoin des acteurs du numérique pour développer et accélérer considérablement ce secteur spatial. Et je finirai également en disant que la région Grand Est est une des régions les mieux placées avec le plus de potentiel de support et d'entrain et d'acteurs pour rendre possible cette révolution spatiale en France et en Europe. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si... Il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions, je serai ravi. N'hésitez pas. Oui. Oui. Oui, absolument. Oui, alors je vais en citer, je vais en oublier aussi certaines. Déjà, commençons par Metz. Je dis ça parce que je vais aller les voir juste après cette conférence. Une boîte qui s'appelle Nimesis Technologies. Nimesis, c'est une PME qui est en train de grandir à vitesse grand V. Ils sont également dans l'Alliance du Space que je préside. C'est une super boîte et eux, ils font typiquement, c'est des experts dans les métaux à mémoire de forme. Alors, il y a plein d'autres business, mais typiquement, leurs métaux à mémoire de forme, ils vont être sur Mars. Sur les nouveaux rovers européens. Leurs métaux à mémoire de forme, ils vont servir à pouvoir déployer des panneaux solaires sur des satellites et des petits satellites. Et c'est un truc qui est beaucoup moins cher, bien plus léger, c'est des super technologies. Ça, c'est un exemple. l'InSpace, j'en ai parlé, c'est une boîte qui est à Strasbourg, à l'ISU, qui est multiculturelle, qui vient de lever 6 ou 8 millions d'euros, enfin, c'est des gens top. Maizy Farm, qui sont, j'ai oublié, je ne sais plus exactement où ils sont, mais ils sont dans la région Grand Est, qui sont parmi les leaders dans leur secteur quand il s'agit des données pour l'agriculture en France et en Europe. Ils viennent de lancer un nouveau produit qui s'appelle Maizy Carbone, je crois, où ils font la même chose, mais avec justement l'analyse des empreintes carbone sur plein d'entreprises.
On a également une boîte qui est pas loin de Reims, qui s'appelle Axon Cable. Axon Cable, pareil, en parlant de composants sur des rovers martiens, eux, le rover que je vous ai montré au tout début, ils ont fait tout le câblage sur ce rover-là. Ils ont également fait tout le câblage électrique sur la fusée Ariane 5. Et potentiellement un câblage électrique sur notre fusée. Donc ça, c'est une super boîte également. Alors, voilà, il y a des boîtes qui vont s'installer, des boîtes d'observation terrestre qui vont s'installer, des boîtes qui vont également faire ce qu'on appelle du in-orbit servicing, c'est-à-dire venir elles-mêmes remettre du carburant dans des satellites, allonger leur durée de vie, etc. Et ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal dans l'écosystème spatial. C'est des boîtes qui sont reconnues. Et pourquoi est-ce que la région Grand Est a ce potentiel-là? Parce que historiquement, la région Grand Est est une région industrielle, mais c'est également une région agricole, très reconnue, sur beaucoup de sujets. Ce qui veut dire qu'on a un potentiel de clients de base et d'usagers énorme. C'est une région qui veut innover, qui se veut innovante et qui donne les moyens. Parce que les gens à Toulouse, ils sont habitués à ce que les gens fassent du spatial chez eux. Du coup, à un bout d'un moment, ils ne vont pas non plus venir se battre. Ici, ils viennent se battre et ils viennent vouloir implanter de nouvelles entreprises. Et globalement, pour faire du spatial, il n'y a pas beaucoup de secrets. Ça coûte un peu d'argent, ça prend un peu de temps. Du coup, on a besoin de gens qui nous font confiance, de gens qui financent et qui prennent le risque en early stage. On a besoin de bons fonds d'investissement et ça manque. Il y en a un, U-Investissement par exemple. Et une fois que ça serait mis en place, la région Grand Est pourra vraiment devenir un des plus gros pôles de compétitivité aérospatiale, je le pense, en France et peut-être même en Europe. Voilà. Je veux passer, je crois que j'arrive au bout de l'intervention. Ouais. Alors on ne fabrique pas les satellites, nous, en tout cas pas encore. Les fusées, tout à fait. On va pouvoir tirer, on a signé un accord il y a un peu moins d'un an avec l'Écosse, pour tirer depuis le nord de l'Écosse, dans des îles qui s'appellent les Shetland. C'est-à-dire que le pas de tir, il est littéralement à côté d'un point qui s'appelle la maison la plus au nord du Royaume-Uni. Donc c'est vraiment très haut. Et donc ça, on va les tirer vers des orbites polaires, donc qui vont tourner au niveau du pôle. Et on a également été sélectionné par l'Agence spatiale française pour avoir le droit de tirer depuis le centre spatial guyanais à Kourou, là où sont aujourd'hui tirés les Vega et les Ariane 5. Voilà. On est en plein développement. Le premier vol, il est pour fin 2024. Absolument, ouais, on a un peu de R&D encore. Merci, il nous en faudra. Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre présence et puis pour l'invitation. Et je vous souhaite de bonnes futures conférences. Merci.